Radio Jojo à l'appareil, la star, c'est le livre. On parle du cartel des fraudes écrit par Charles Prats. C'est un livre qui est publié chez Ring, qui fait 315 pages environ, un truc comme ça, qui a été publié en septembre 2020. Bon, c'est un peu particulier parce qu'en fait, j'ai perdu le livre pendant la lecture, hein. J'étais dans l'avion et puis je l'ai mis dans la poche avant, hein, du siège. Donc bon, j'ai pas pu le lire en entier. J'en ai lu à peu près les trois quarts. Je pense que je peux faire cette vidéo parce que ça le mérite d'être raconté. Et puis globalement, j'ai le propos de l'auteur, donc on va pouvoir s'en occuper comme ça. Voilà, donc c'est un livre qui traite de la fraude à la prestation sociale en France. Donc on va rentrer dedans rapidement et on va voir ce que ça nous raconte. Charles Prats, l'auteur, qui est-ce? C'est un magistrat français. Il est né en 70, donc c'est un mec d'une cinquantaine d'années, qui a écrit ce livre d'ailleurs pour ses 50 ans. Il a été vice-président chargé des fonctions de juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Paris. Hein, ça fait 5 ans qu'il fait ça, 6 ans maintenant. Et il est connu dans son activité dans la lutte contre la fraude fiscale et la fraude aux prestations sociales. Donc c'est le sujet qui est abordé dans ce livre. Il faut savoir que là, ils ne le mettent pas, mais c'est un mec qui est un expert. Il a fait peut-être, au moment où il écrit le livre, en 2020, il doit avoir 10 ou entre 10 et 15 ans de carrière à la fraude. Donc fraude fiscale, fraude aux prestations sociales. Donc c'est vraiment quelqu'un qui connaît bien. À noter tout de même, c'est un mec qui est, je vous mettrai sa fiche Wikipédia, vous verrez là, qui a une activité politique, hein. Donc il a apporté son soutien à François Fillon en 2017. Et là maintenant, il a été candidat en juin 2022 dans la 6e circonscription de Haute-Savoie, investi par l'UDI. Donc c'est un mec de l'UDI. Voilà. Donc l'UDI, pour que vous puissiez, comment dire, identifier, c'est l'Union des démocrates et indépendants. C'est centre droit. C'est Borloo, je crois, qui avait créé ça. Voilà, ouais, je vous le mets. Voilà, Borloo, Borloo qui est pas un mauvais bougre. Voilà, donc c'est les radicaux centristes, indépendants et démocrates. Donc bon, voilà, ça c'est à voiler à vapeur, j'ai envie de dire, ces gens-là. Mais bon, il peut y avoir des gens bien dedans. Et, et donc voilà, ce qu'il faut retenir, c'est que c'est un juge qui a écrit ce livre. Et alors pourquoi lire ce livre? Tout simplement parce que c'est un livre qui a fait l'actualité quand il est sorti, qui traite d'un sujet qui est un problème de fond dans la République française, c'est-à-dire le laxisme autour de la fraude, notamment quand ça concerne l'argent public. Donc c'est tout à fait un livre qui peut venir s'installer sur l'étagère République française. Il y a aucun problème pour ça. C'est aussi intéressant parce que c'est un juge qui écrit. Donc les juges, c'est pas des gens qu'on peut tenir pour, je dirais, délirants. Ça fait partie, disons plutôt, ça fait écho à l'autre livre, un des premiers que j'avais lu et que j'avais présenté ici, celui du juge Alphen sur l'affaire des HLM de Paris. Et je pense que c'est dans la continuité, donc j'ai pas encore de quoi faire une étagère justice. Je suis pas sûr qu'il y aurait un sens à ça, mais ça montre un peu, hein, c'est intéressant de parler du fonctionnement du système judiciaire français, de voir les dysfonctionnements et le sentiment des juges par rapport à l'action politique. C'est un livre qui a fait l'actualité quand il est sorti, et évidemment, avec le sujet, et on va le voir, les éléments qu'il présente, qui sont absolument, j'allais dire alarmants, mais alarmants, c'est même pas le mot, ils sont complètement, ils sont dramatiques, quoi. Ça donne envie de jeter la France par la fenêtre. Et enfin, il fait encore l'actu, ce livre, parce que, donc déjà, il y a eu un volume 2 qui est sorti, mais là où il fait l'actu, c'est qu'on a la réforme des retraites en ce moment. Et on nous parle de milliards qui manqueraient. Voilà, on va faire travailler les gens. En tout cas, le gouvernement souhaite que on allonge la durée légale du travail pour obtenir une retraite à taux plein. Hein, si j'ai bien compris, c'est les éléments, c'est comme ça qu'il faut le dire. Eh bien, on parle de. Elisabeth Borne, elle parle de jusqu'à 12 milliards d'euros. Hein, donc c'est pas rien. Euh, mais vous allez voir rapidement, avec ce livre, que il y a certains ordres de grandeur qui sont bien plus vertigineux que ces 12 milliards dans le budget de la France et que, c'est vrai,
on ne comprend pas pourquoi c'est pas mis sur la table au premier plan. Et on va le voir avec les éléments que le livre nous présente dans les minutes qui viennent. Alors, au sens large, le livre parle de la fraude à la prestation sociale. Donc là-dedans, pour que ce soit très clair, je vous mettrai les fiches Wikipédia, comme ça vous pourrez voir de quoi on parle. Vous allez voir que c'est très large. Les prestations sociales, c'est sécurité sociale ou protection sociale. Hein, dedans, il y a la vieillesse, la santé, donc assurance maladie, invalidité, handicapé, accident du travail, les prestations familiales, hein, donc tout ce qui est la CAF par exemple, les allocs, et la garde d'enfants à domicile, l'assurance chômage, le logement, hein, les allocations logement, les APL et tout, les minimums vieillesse et les minima sociaux par exemple. Donc c'est un panel très large, hein, d'argent qui est reversé de l'État vers les particuliers. Et il faut voir que c'est pour ça que l'auteur nous parle de cartel. C'est-à-dire que pour lui, l'idée, hein, quand il décrit le cartel, il dit, voilà, c'est un cartel parce qu'en fait, dans chaque prestation, hein, donc de la CAF à l'assurance chômage, en passant par, je sais pas moi, euh, le RSA par exemple, il y a des fraudes avec alors, des fois des particuliers, souvent des réseaux, hein, c'est ça qui nous montre, de gens qui, euh, qui s'organisent pour escroquer l'État français. Et donc, c'est ce qu'il dénonce dans ce livre. Hein, globalement, le ton du livre, c'est ça, c'est de dire, voilà, nos prestations sociales, notre magnifique système d'assistance de l'État auprès des particuliers en termes d'assurance maladie et de protection sociale, qui est quelque chose de magnifique, qui est vraiment, qui essaye en tout cas de tendre vers quelque chose de solidaire et d'égalitaire. Malheureusement, il est escroqué par nombre de personnes et, euh, et donc il nous en brosse un portrait dans ce livre. Alors dit comme ça, c'est vrai, on s'en rend pas compte, on se dit oui, bon, il y a de la fraude, pardon, oui, bon, il y a de la fraude, oui, c'est vrai, bon, et alors, ça doit être à la marge, ce qui est possible. Le véritable problème, en fait, c'est les ordres de grandeur. Parce que la part des dépenses sociales en France, on est champion du monde, hein, si j'en crois les articles que vous pouvez trouver, et si j'en crois le site du gouvernement, elle pointe à 33% du PIB. C'est-à-dire qu'il y a un tiers de notre PIB, hein, donc les 2000, je sais pas combien de milliards, là, machin, il y a une part un tiers qui est reversé à, à la population à travers ces prestations sociales. Et donc, en termes de masse, ça vous fait un budget de prestations sociales totales par an de 834 milliards. Et là, tout de suite, si on se dit, ok, 834 milliards, s'il y a ne serait-ce que 1%, 1% de fraude, c'est 8 milliards, directement. Et là, tout de suite, ça interroge. On se dit, ah, à quel niveau on est? Parce que quand les gens, enfin voilà, quand on connaît un peu comment ça fonctionne, la CAF, les retraites, ce genre de choses, il en parle dans le livre. En fait, c'est la masse qui pose problème. C'est-à-dire que les chiffres sont absolument colossaux. Et c'est à ça que l'on devrait tout de suite se tourner. Donc je vous mettrai, hein, la santé par exemple, c'est 300 milliards, 306 milliards en 2022, hein, qui est reversé. 306 milliards, vous allez le voir dans les minutes qui viennent, là, quand on va faire un point chiffre avec les anomalies qui pointent. 300 milliards, pareil, hein, c'est ne serait-ce que 1% de fraude à la santé, c'est 3 milliards directement. Et là, on nous fait des réformes sur les retraites pour aller entre 5 et 10 milliards. Donc, voilà, il y a un sujet, et vous allez le voir, c'est révoltant. Donc, en fait, voilà, c'est la masse, la part des prestations sociales, elle est tellement énorme en France. C'est tellement je veux dire, c'est un puissant, c'est pas un puissant fond, mais c'est un puits gigantesque, c'est une mine incroyable. Et pour réaliser des économies, on se dit, comme ça, hein, de prime abord, effectivement, il faudrait regarder quand même là-dedans en priorité. Hein, et en complément, je vous le mettrai, mais la part de prestations sociales par an, par habitant en moyenne, c'est 12 350 euros. Donc là, le petit schéma que je vous montrerai, vous allez voir, c'est pas la France qui est première. On a l'Allemagne, le Danemark, l'Autriche, hein, qui sont un peu au-dessus.
Mais voilà, très important. On est quand même 20 points au-dessus de la moyenne de l'Union européenne. Et nous, en fait, après, c'est selon la répartition, parce que c'est aussi selon la pyramide des âges, hein, parce que vous verrez, là, il y a vieillesse, santé, famille, tout ça. Donc, selon cette répartition-là, on est plus ou moins, et puis il y a l'emploi, enfin voilà. Donc, ça dépend des économies, ça dépend voilà, aussi de la masse. Hein. Comparer le Danemark, l'Autriche avec l'Allemagne et la France, ça n'a pas forcément de sens. Mais c'est pour vous dire, voilà, chaque fraudeur, potentiellement, faut le calculer par 12 000 euros. Donc ça va vite, hein. Ça va très vite. On est 67 millions en France, hein, je reprends mon exemple, s'il y a 1% de fraudeurs, vous faites donc 67 millions divisé par 100 fois 12 000, hein, vous atteignez directement l'enveloppe des 8 milliards. Donc encore une fois, hein, c'est ce que je disais, voilà, et ça c'est la moyenne. Donc c'est-à-dire que voilà, on n'est pas sur des endroits où il y a des pics. Donc pour terminer sur les chiffres, l'évaluation de l'auteur de 50 milliards paraît élevée, même si elle n'est pas délirante. Et en tout cas, quand on a fini de lire ce livre, l'enveloppe autour de 20 milliards, hein, donc après, voilà, ça dépend comment on le perçoit, elle est très crédible. Très crédible. Alors, d'où ça part son action à notre monsieur Prats, au juge. Ben, en fait, le fait le plus ancien qui est présenté dans le livre, c'est Douste Blazy en 2004, qui est venu sur TF1 pour dire qu'il y avait 10 millions de cartes vitales en trop. Hein. Donc c'était un rapport de l'inspection générale des affaires sociales. Donc ça, effectivement, c'est c'est quelque chose qui avait marqué. Hein. En 2010, on avait un rapport de l'EHFCN, c'est un organisme européen, qui publie qu'il y a 10 milliards d'euros de fraude annuelle en France autour des prestations sociales ou des cartes vitales, je ne sais plus exactement. Voilà, donc en gros, les chiffres, ils sont très difficiles à évaluer. C'est difficile d'évaluer la fraude, tout simplement parce que y a très peu de fichiers en commun. C'est très difficile de recouper les informations. Après, il y a des grandes masses. Par exemple, il nous donne des chiffres très précis. Hein, voilà. Dans le système social français, on a 84 millions de gens qui sont recensés en vie. Hein, donc on est 67, hein, je me disais un truc comme ça. Et il y a 3 millions de centenaires à l'intérieur. Donc là, effectivement, ça pose un problème. Il nous parle aussi des 59 millions de cartes vitales actives pour une population résidente ayant droit à la carte vitale de 54 millions. Donc ça fait 5 millions de cartes actives en trop. Et à travers la carte vitale, il y a 200 milliards qui est reversé. Donc si vous prenez les 9%, hein, donc les 5 millions en trop sur les 59 millions, ça fait 9% des cartes. Avec la moyenne, bon, bah, ça fait 18 milliards, par exemple. Donc on a aussi de la commission d'enquête parlementaire, donc on en parlera après, la Goulet, je sais plus quoi, là, je me rappelle plus les noms des gars, mais on la mettra. Ils ont montré qu'il y avait 74 millions de gens qui touchent des prestations sociales en France pour 67 millions d'habitants. Voilà. Et dans ces auditions, l'enquête a montré, le directeur de la sécurité sociale déclare qu'il y a 2,4 millions de cartes vitales en trop. Hein, c'est le directeur de la sécurité sociale qui dit ça sous serment. Donc c'est pas rien comme témoignage. Donc effectivement, voilà, il y a un gros problème. Il y a un gros problème autour de toutes les prestations sociales en France. Donc là, j'ai beaucoup parlé de la carte vitale, évidemment, parce que la santé, comme vous l'avez vu tout à l'heure, je vous le remettrai là pendant que je parle, mais c'est la deuxième dépense après la vieillesse. Bon, sur la vieillesse, il y a de la fraude, mais c'est un peu moins là. C'est vrai que le plus gros, ça doit être la famille et la santé. Même si sur la vieillesse, vous verrez, on va en parler dans quelques instants, il y a aussi des possibilités de fraude importantes. Alors, d'où vient cette fraude comment elle procède la mère de toutes les fraudes, comme nous le présente l'auteur, c'est la fraude documentaire. Donc il nous rappelle qu'il y a 15 000 procédures pour détention frauduleuse de documents administratifs par an en France, et qu'il y a aussi 200 000 usurpations d'identité par an en France. Donc c'est des choses qui sont importantes. Et pour lui, c'est ça en fait le problème, c'est que les gens, ils arrivent à déclarer qui sont éligibles à des droits sur la base de faux documents. Et c'est ça la source principale de la fraude. L'auteur nous parle beaucoup notamment de ce qui se passe à l'étranger quand il aborde les retraites. Faut savoir que 40% des retraites versées à l'étranger, elles sont versées en Algérie, en Maroc et en Tunisie. Et en fait, donc lui, par exemple, ce dont il parle de manière un peu brumeuse, mais il le dit quand même, c'est les gens pas déclarés, enfin qui sont morts et qu'on ne déclare pas,
pour que les retraites continuent d'arriver dans ces pays-là, et avec une certaine complicité des administrations locales. Ça, il en parle. Il parle beaucoup de ça, hein, des gens qui sont nés à l'étranger. Euh, voilà, il y a 500 000 naissances à l'étranger par an. Et la sécurité sociale, elle reconnaît en tout 21 millions de personnes nées à l'étranger. Donc c'est pas rien, c'est quelque chose qui est connu. Donc attention, hein, dans les personnes nées à l'étranger, il y a des personnes de parents totalement français. Voilà, c'est pas que des étrangers qui ont vécu, et quand je dis ou même des enfants d'immigrés, ceux-là, c'est pareil. Voilà, faut pas mélanger, hein, attention. Une personne née à l'étranger, c'est des Français, c'est pas le souci. Ou des gens ayant droit. Voilà, donc faut bien préciser, mais ceci dit, c'est quand même énorme, hein. 21 millions, c'est quand même gigantesque. Par exemple, il dit on a un chiffre de 4 millions de retraités nés à l'étranger, et on a, selon la sécurité sociale, 1 million qui est parti à l'étranger. Donc ça veut dire que pour la sécurité sociale, on a 3 millions de retraités nés à l'étranger qui sont sur le territoire, sur 8 millions d'étrangers en France, hein, donc ce qui donne 37% de retraités. Donc là, évidemment, il dit il y a un problème par rapport à ça. Voilà, ça montre que il montre un peu que c'est une passoire un peu, voilà, à ce niveau-là. Le fait qu'il n'y a pas de contrôle, et que c'est très très, non seulement c'est difficile, ça il en parle aussi, c'est pas facile, mais aussi qu'il y a un manque de volonté dont on va parler ensuite. Il donne d'autres exemples. Alors il y en a qui sont un peu plus, un peu plus drôles. Enfin drôle, je sais pas si c'est drôle, mais par exemple par rapport à la carte vitale, il parle d'un médecin qui passe 100 cartes vitales par jour, quoi. Donc le mec, à la fin, il est en prestation sociale, il se rince, laisse tomber. Il parle d'un couple d'infirmiers, pareil, qui avait fait une fraude, qui se sont fait serrer en 2016, qui avait fait une fraude à 2,7 millions d'euros, hein, à la carte vitale. C'est un exemple parmi d'autres, hein, mais voilà. Une autre fraude dont il parle aussi pas mal, est toujours liée aux faux documents, c'est les retraites anticipées suite au dispositif Fillon, hein. Donc pour lui, ça irait jusqu'à 50%, hein. Donc il rappelle que par exemple, il y avait 2 témoignages et une déclaration sur l'honneur, et hop, c'est bon, on avait droit de partir en retraite anticipée parce qu'on avait commencé jeune, et un truc. Et donc il nous dit, bah, par exemple en Auvergne et dans le Cantal et tout, là dans la campagne, tous les mecs qui sont venus, ils ont dit qu'ils ont travaillé à la ferme depuis qu'ils ont 16 ans. Ils ramenaient 2 témoignages, une déclaration sur l'honneur, et puis hop. Et donc le taux, par exemple, de retraités, de retraite anticipée dans ces départements-là, là où c'était un peu d'agriculteurs. Donc là, on parle pas des étrangers, hein, mais voilà, pour dire la mentalité, hop, il était 2 ou 3 fois supérieur à la moyenne nationale, quoi. Puis enfin, il termine souvent, il y a un bon passage sur l'AME. Donc il nous rappelle, hein, qu'en 2010, par exemple, la CEPAM de Paris, donc l'AME, juste pour rappel, c'est l'assistance médicalisée pour les étrangers. C'est 1 milliard par an, c'est pour les étrangers en situation irrégulière. Donc faut voir que quand tu calcules réellement comment ils sont couverts, ils sont mieux couverts, moins cher qu'un travailleur. Voilà, parce qu'eux, ils sont pris en charge à 100%, ce qui est pas le cas pour n'importe lequel d'entre nous. Donc ça, faut s'en rappeler. Il rappelle que c'est un budget qui croît largement plus vite que toutes les autres croissances. 2008, c'était 400 millions d'euros. 2019, c'est 935. Ça a plus que doublé. Alors que nous, nos prestations, les dépenses sociales, la totale, elles n'ont pas doublé, hein. Elles ont pris 30%. Donc il y a un truc. À Paris, c'est 40% des titulaires en France, hein, de la ME, et c'était en 2010. Donc là, j'imagine même pas, on doit être à 70% maintenant, parce que voilà. Et il y avait eu des études qui montraient que dans l'AME, le taux de fraude, il était 3 fois supérieur à la moyenne, hein. Et donc, voilà, il donne des exemples avec des Géorgiens qui venaient, qui avaient une maladie, des tuberculeux, qui avaient une maladie spéciale en Géorgie. Comme ils ne pouvaient pas se faire soigner, bah, ils venaient en France. Et l'avant-veille de devoir rentrer en Géorgie, ils allaient à l'hôpital, et on était obligé de les soigner. Et il s'était réputé quand même, il y avait un protocole France qui était qui était expliqué là-bas en Géorgie. Donc c'est pour dire que c'est pas rien. Donc tout ça, évidemment, ça fait sourire quand on le lit, même si c'est extrêmement énervant. C'est extrêmement énervant. Mais il y a un point vraiment qui est choquant, même, j'ai envie de dire, dans tout ce dont qu'il énonce ici par rapport à l'AME, c'est le trafic de Subutex. Alors le Subutex, c'est quoi? C'est une drogue destinée à remplacer une autre drogue chez les toxicomanes, hein, qui n'arrivent pas à arrêter. C'est un substitut, hein. Voilà, c'est présenté comme ça par le producteur, la Vidal. Et là, attention, je vais vous donner des chiffres qui font peur. Il nous explique que
l'ONU, en 2006, a indiqué que 25% du Subutex qui était vendu en France, il allait au marché illicite. C'est-à-dire qu'il y a un quart de ce produit-là qui est distribué, donc qui est un produit extrêmement dangereux, puisque c'est quand même globalement pour remplacer les héroïnomanes et les crackman et tout ça, donc des trucs, voilà, c'est pas pour le fumeur de joint du coin. Euh, un quart de ce qui est donné à travers l'AME voilà, ça va sur le marché illicite. Et là, c'était en 2006 qu'il nous dit ça, et c'est vrai que maintenant, avec le recul, on est 15 ans après, c'est vrai que la colline du crack, on se dit, tiens, bon, elle existe, et elle a quelques années, donc l'effet d'inertie, et voilà. Donc se substituer à l'héroïne, en France, on serait un fournisseur du marché illégal. Enfin, c'est quand même incroyable qu'à travers des prestations sociales, on arrive à fournir de manière illicite de la drogue de manière clandestine comme ça, quoi. Ah oui, et enfin, pour terminer dans les choses dramatiques, donc je parlais du Subutex, qui est effectivement dramatique, mais il y a une autre chose qui est assez dramatique, qui est soulignée par l'auteur, c'est que un cinquième des djihadistes français identifiés recevait des prestations alors qu'il était en Syrie. Voilà. Donc les mecs qui sont partis en Syrie, là, il y en avait, je sais pas, 1000 ou je sais pas combien, je retrouverai un article, je pense, qui met le truc, bah, il y en avait 20% de ces gens-là, ils continuaient de toucher des prestations sociales alors qu'ils étaient là-bas en train de faire le djihad. Donc là, c'est pas marrant. Et il met ça en parallèle avec la Belgique, où bon, je pense qu'il y a un modèle qui est similaire au nôtre, et avec peut-être les mêmes dysfonctionnements, et où on sait que Salah Abdeslam, il avait fraudé 20 000 euros aux prestations sociales en Belgique, et que 5 auteurs des attentats de Paris et de Bruxelles vivaient d'aide sociale. Donc on a un problème par rapport à ça, et qui peut prendre des dimensions dramatiques à certains égards. Pour compléter sur la fraude documentaire, parce que c'est quand même intéressant, on a un fichier qui s'appelle le Sandia. En fait, c'est l'attribution des numéros de sécurité sociale aux Français nés hors de France et aux étrangers qui séjournent en France. Et là, on va pouvoir embrayer sur un des sujets de fond qui est présenté par l'auteur, c'est la non-volonté de traiter le problème. Donc quand il a contrôlé ce fichier, notre ami le juge, il a emmené avec lui un spécialiste de la police de l'air, le directeur central de la police de l'air, pour être précis, qui, en regardant comme ça un échantillon de dossiers, dit que pour lui, il rejetterait 33% des dossiers. Et là, ça va mettre en relation avec l'autocritique des organismes sociaux qui, eux, disent que pour eux, le niveau de rejet, c'est 0,1. Donc on passe de 33 à 0,1. Donc là, il y a un monde d'écart. Et en fait, cette posture des organismes sociaux, elle est soutenue par le gouvernement, par les gouvernements successifs. Et on va rentrer maintenant tout de suite dans la mission parlementaire Goulet-Grandjean, dont je parlais tout à l'heure, qui a été vraiment le symbole de cette non-volonté de traiter le sujet. Il nous parle par exemple du 13 février 2020, où la directrice de la sécurité sociale passe donc dans cette commission d'enquête de l'Assemblée nationale, Goulet-Grandjean, et elle déclare sous serment qu'il y a 2,4, je disais tout à l'heure, millions de cartes vitales en trop, par exemple. Et quand ça a été diffusé sur Internet, ces chiffres, évidemment, ils ont fait peur tout le monde. Quelques temps après, l'assurance maladie a dit non, mais en fait, c'est 600 000 cartes en trop. Donc là, évidemment, les députés qui ont fait passer l'audition à la dame, ils ont dit non, mais on comprend pas, t'as témoigné sous serment, donc maintenant, il faut que tu reviennes t'expliquer. Et là, boum, hop, le gouvernement l'a débarqué, et elle se retrouve en poste à la Cour des comptes, et il n'y avait plus moyen de l'interroger. Donc là, il y a, voilà, on sent que le gouvernement ne veut pas prendre ce sujet en compte. Lui clairement, ce qu'il dénonce, donc évidemment le gouvernement de Macron, évidemment, mais c'est pas le seul. Ce qu'il dit globalement, c'est que par exemple, quand il a commencé ses contrôles début des années 2010, 2012, je crois, 2013, un truc comme ça, ils avaient identifié 18 millions de dossiers, donc de gens qui auraient des numéros des NIR. Donc les NIR, je vais vous préciser tout de suite ce que c'est. Donc le NIR, c'est le numéro d'inscription au répertoire, c'est-à-dire en somme le numéro de sécurité sociale. Donc ils avaient identifié 18 millions de dossiers possiblement frauduleux, donc à taux de fraude de 10% à la grosse à l'époque. Et c'était une étude qui avait fait ça. Et en fait, ils ont traité 500 cas en 5 ans. Donc les mecs sur 18 millions. Donc là, par exemple, voilà, c'est la gauche, ça c'est le gouvernement d'Hollande. Voilà. On a donc comment dire, mais c'est pas que, par exemple, quand ils ont commencé à en parler, c'était un petit peu avant les approches
C'était en 2010, voilà. Et un petit peu avant les élections de 2012, il a tiré la sonnette d'alarme plusieurs fois en interne, hein, notre ami le juge, sans réaction du gouvernement, rien, voilà, les nirs frauduleux, tout ça, bon, rien. Et puis comme par hasard, tac, au moment où on arrive en 2011 et que ça commence un peu à fricoter au niveau des élections de 2012, bon bah là, bah, le gouvernement Sarkozy, il le prend à bras le corps, ce chiffre, et en fait, le juge nous dit, bah voilà, en fait, c'était une manière de lutter parce que c'était le Front National, sinon, qui allait récupérer ce sujet, et on voulait pas que ça fasse monter le Front National. Donc, il y a une politisation, hein, autour de ce sujet, de la fraude aux prestations sociales, qui est logique et légitime. Et pour dire qu'il y a une politisation, c'est que ça va très loin, parce que, donc, encore une fois, je reviens à cette comment dire, cette enquête parlementaire Goulet-Grandjean, hein, donc, qui en fait est ce qui s'est passé récemment et qui vraiment montre, hein, cette symbolique, c'est-à-dire que bah, le gouvernement Macron, il a dit ok, on fait une enquête parlementaire, parce que pour Macron et son équipe, la posture qu'ils vont prendre, c'est il n'y a pas de fraude. Hein. En fait, c'est 0,1, là, comme disent les organismes sociaux. Ils ont un sénateur, là, Valerian Bergueux, qui lui dit que c'est 0,7. Et c'est lui, en fait, qui va être le rapporteur, je pense, ou l'interlocuteur dédié à cette enquête parlementaire. Et en fait, ils vont tout faire pour faire capoter l'enquête parlementaire. Alors, malheureusement, hein, on l'a vu précédemment dans les chiffres, il y a plein de chiffres qui vont sortir de cette enquête parlementaire, qui vont montrer qu'il y a un problème grand et profond, euh, de la sécurité, notamment au niveau de la fraude documentaire, par rapport aux dépenses sociales qui sont réalisées en France, et qui vont pousser les gens à aller gratter de l'oseille au système. Et qu'il y a des réseaux qui se mettent en face, et qu'en gros, voilà, il faut lutter de manière cohérente et je dirais structurée pour ça. Et malheureusement, voilà, la posture de Macron, c'est il n'y a pas de fraude. Et elle est dans la lignée des autres. Hein. C'est pas bon, lui il est pire que les autres. Enfin, son gouvernement est pire que les autres. Hein. Wallenberg, par exemple, il va dire que toutes les études qui ont été faites avant sur ce genre de chiffres, c'était pas sérieux. Alors que le mec, bon, lui, il y connaît pas plus que les autres, mais il va dire que c'est de la merde. Bon, ok. Je suis pas allé voir toutes les vidéos là-dessus, mais bon, on va dire que l'auteur, voilà, le sentiment de l'auteur, c'est la non-volonté de prendre à bras le corps ce sujet. C'est la non-volonté de traiter le sujet, de faire une enquête parlementaire. Lui, il dit carrément, elle a été torpillée de manière coordonnée, non seulement par la haute administration, mais aussi par les médias, mais aussi par l'agence des prestations sociales. Et là, il rebondit, il nous passe un petit passage sur sa relation avec le journal Libération, puisque évidemment, quand il a sorti tous ces chiffres, qui a repris ces chiffres? Évidemment, c'est Éric Zemmour, donc entre guillemets, comme on dit, hein, l'extrême droite. Et il a été fact-checké par nos amis de chez Libération. Donc, ceux qui ne le savent pas, mais les fact-checkers, là, dernièrement, ils en ont pris pour leur grade, parce qu'on a bien vu qu'il y avait des officines. Enfin bon, c'était pas clair le sujet. Mais lui, il raconte, hein, sa relation avec Libération, et il dit en gros, les mecs, bon, c'est mauvaise foi, et puis mensonge, c'est-à-dire qu'ils disent des trucs qui sont faux. Voilà, c'est. C'est une. Enfin voilà. Pour lui, il y a une volonté d'étouffer le sujet, et il pointe en particulier le dernier interlocuteur qu'il a eu, je dirais, officiel, hein, du gouvernement et de l'exécutif, quoi, du législatif, pardon, parce que c'est un sénateur, voilà, c'est le sénateur Valerian Bergueux, qui dit carrément, voilà, ils veulent étouffer le sujet, la gauche, alors il faut voir que lui, il est de l'UDI, hein, on l'a dit au début, il ne faut pas l'oublier, mais il dit, voilà, en gros, la gauche veut étouffer le sujet, elle ne veut pas qu'on parle de ça, et, entre guillemets, c'est un problème. Avant de passer aux commentaires, on va quand même préciser quelque chose. C'est vrai que là, j'ai raconté plein de choses qui sont dans le livre. Si vous allez sur Internet, vous allez trouver plein d'articles, hein, qui disent non, mais c'est n'importe quoi, ces chiffres, l'assurance sociale, elle dit que c'est tant, l'assurance maladie, elle dit que c'est 10 fois moins. Là, je vous mettrai, il y en a, ils disent c'est 14 milliards, lui, l'autre, il dit c'est 140 millions, machin. Donc, avant de conclure, hein, on va rappeler quand même quelque chose qui est important. On a parlé de la masse. 834 milliards d'euros de dépenses sociales en France. Donc je vous dis, 1%, c'est 8 milliards. Donc faut pas être naïf. C'est-à-dire, si vous me dites qu'il y a un fraudeur sur 100, franchement, je vois pas qui ça va choquer. Et puis, la base du travail de Prats, hein, du juge,
c'est 4 rapports de Bercy, hein, donc du ministère des Finances. C'est un rapport au Premier ministre. C'est une réunion interministérielle avec un passage devant le Conseil d'État. Voilà. Donc tout ça, ça montre que c'est un travail sérieux, même si c'est très difficile de consolider. Et en face, le sénateur Valérien Bergueux, par exemple, lui, donc soutenu par les médias, soutenu par les agences de prestations sociales, euh, lui, en fait, il a fait un rapport pour dédouaner la fraude, pour dire qu'il n'y avait pas de fraude. Hein. Donc, la posture de Macron, c'est il n'y a pas de fraude. Et en fait, il n'a pas entendu les gens qui avaient travaillé sur le sujet depuis 2011. Donc, enfin, encore une fois, voilà, le sentiment de l'auteur là-dessus, c'est une volonté de cacher la vérité aux Français. Et lui, pour lui, c'est une politisation. C'est pour éviter de faire monter le RN. Et c'est une posture qui est reprise par la presse, hein, mais qui fait pas le boulot, encore une fois, qui répète bêtement. Et ça, on en a pris l'habitude maintenant en France, hein, d'avoir une presse aux ordres, qui répète bêtement ce qu'on leur demande de répéter. Le premier commentaire qu'on peut faire quand on lit ce livre, c'est évidemment, c'est pas un commentaire, mais c'est une question. On se demande, mais pourquoi le gouvernement ne prend pas à bras le corps ce problème? Pourquoi? Alors, il y a évidemment la première réponse qui vient, qui est soutenue, je dirais, par la vision un peu, j'allais dire complotiste, c'est pas vraiment complotiste, mais qui est soutenue par les gens qui voient dans le gouvernement une action de transformation de notre système de santé, de notre système social vers une américanisation ou je dirais une américanisation, enfin voilà, surtout un alignement en fait sur le fonctionnement des pays, j'allais dire anglo-saxons, mais c'est un peu plus large que ça, peut-être même protestants, si on doit définir une zone géographique, historico-géographique, et qui vise en fait à mettre en faillite le système pour pouvoir le privatiser. Voilà. Donc ça, c'est un discours qu'on a beaucoup. On l'a eu, vous l'avez encore là sur la réforme des retraites. C'est la première chose qui vient à l'esprit. On se dit bon bah il laisse voilà, sur l'hôpital aussi, on l'a eu, hein, cette réflexion, c'est-à-dire qu'il laisse déraper le truc parce qu'ils espèrent que quand ça sera insoutenable, on va pouvoir le privatiser et là ça sera un geyser de croissance. C'est une espèce de réservoir de croissance, quoi. Privatiser les prestations sociales, voilà, ça va permettre de faire continuer de croître l'économie. Donc là c'est de la théorie pure. C'est quelque chose qui est plausible et qui est peut-être dans le fond de la tête de certains de nos dirigeants, quelque chose qui est une vision qu'ils ont par rapport à ça. Le second commentaire qu'on peut faire quand on lit ce livre, le sentiment que ça donne, notamment sur l'attitude du gouvernement, hein, cette posture de il n'y a pas de fraude, qui était précédée avant, parce que là c'est carrément il n'y a pas de fraude, mais avant c'était genre on traite pas, en fait on tire la sonnette d'alarme, personne répond, on laisse faire. C'est vraiment ce manque de courage, hein, ce manque j'allais dire de couilles, mais oui c'est ça, ce manque de courage, hein, de nos élites, qui est quand même significatif depuis un bon moment maintenant. Notamment avec la gauche au pouvoir, hein, faut le dire, ça s'est vachement dégradé depuis que Hollande et ensuite Macron ont pris les rênes du pays. On sent vraiment qu'il y a quelque chose qui est délétère, c'est-à-dire que les priorités ne sont plus des priorités, ne sont pas des priorités. Voilà. Et c'est difficile de voir ça comme ça et de se dire, mais en fait, où on va? C'est sûr que quand on lit un livre comme ça, on se dit mais où va la France? Jusqu'où on va aller dans la liquéfaction, la destruction de notre modèle, de notre civilisation, si on veut utiliser les grands mots. Comment est-ce possible que des gens qui sont sortis des écoles, qui ont fait l'ENA, Sciences Po, machin, enfin qui sont soi-disant des têtes brillants, hein, voilà, Macron, moi combien de gars m'ont dit qu'on votait pour lui, ils m'ont dit en 2017, hein, il est brillant. Ouais, il est brillant, mais je sais pas, il y a un truc assez simple à calculer, avec une réserve d'oseille gigantesque à aller chercher, et l'action du gouvernement là-dessus, c'est quoi? Ça, on ne sait pas. Et là, ça interroge sur la qualité, hein, de nos élites. C'est une évidence. Et leur bonne foi, évidemment. Enfin, si on doit
terminer hein, sur un commentaire suite à la lecture de ce livre. Là, on va forcément revenir à l'actualité et on va se dire, alors on va parler de la réforme des retraites. Et là, il y a quelque chose qui est quand même vraiment symptomatique, hein, qui fait écho à ce que je viens de dire avant sur mon commentaire précédent sur la qualité de nos élites qui est en chute libre. C'est que la réforme des retraites, donc on va pas rentrer dans est-ce qu'il faut la faire, est-ce qu'il faut pas la faire, nanani, nanana. Il y a des dizaines de vidéos sur internet avec des débats d'économistes qui vous expliquent la plupart du temps qu'en fait c'est pas une bonne réforme et que ça sert à rien, mais bon, il y en a qui la soutiennent. Chacun, voilà, moi j'ai téléchargé le rapport, peut-être qu'on fera une vidéo dessus, un de ces quatre, pour voir ce qu'il y a dedans. Là je vous le remets, mais ce qu'on voit c'est que dans les dépenses de prestations sociales, la vieillesse survie, c'est le premier poste, hein, c'est 360 milliards sur les 834 dont j'ai parlé. Donc naturellement le gouvernement, il va taper là-dessus, parce que la santé, il a déjà ses 300 milliards, mais bon, l'hôpital, il y a ceux qui y vont de temps en temps ou qui y bossent, ils savent comment ça se passe. L'hôpital, il n'y a plus rien. On a tapé sur l'emploi puisqu'on réduit les prestations voilà, au niveau de l'emploi, comment dire, là ça m'échappe, mais les allocations chômage, merci, pardon. Ils ont déjà réduit un petit peu les APL précédemment, voilà. Donc là c'est les retraites qui prennent. Le problème par rapport à tout ça, c'est même si le scénario du déficit est réel et que c'est vraiment, comme elle dit Borne, 12 milliards, même s'il y en a qui disent que c'est 5, il y en a qui disent que c'est pas en déficit, enfin bon, bref. Mais même dans le pire des cas, on va dire, on prend ces 12 milliards par an qui manquent. Euh, comment la population ne peut-elle pas percevoir cet allongement de la retraite comme une injustice quand on sait de manière, même si c'est diffuse, même si tout le monde n'a pas lu les 2 livres de Prats, qu'il y a une fraude sociale qui est genre le double, voire le triple, voire même 5 fois le déficit maximal hypothétique des retraites dans 10 ans. Et là, évidemment, il y a forcément un sentiment d'injustice. Je veux dire que si Macron, il était venu en disant, il y a 5 ans, là, quand il a pris 2017, en disant, bon, bah, voilà, on ne sait pas exactement c'est combien la fraude, mais la fraude, on sait qu'il y en a beaucoup. Vu le budget annuel, on sait que c'est en milliards, hein, c'est sûr que ça se compte en milliards, parce que 1% c'est déjà 8 milliards, donc on sait que c'est en milliards, et ben il n'y a pas de problème, on va taper fort là-dessus. Et qu'on ait un suivi, je veux dire, c'est quand même le bien, là, les prestations sociales, c'est une fierté française. Tout le monde est fier ici de ça. N'importe qui vient en France, il trouve que c'est super. Et donc, il faut défendre ce modèle. Et donc, faut être intransigeant avec les fraudeurs. Mais là, c'est pas le cas. Par exemple, je parlais d'Enir tout à l'heure, mais je l'ai oublié de le dire, mais on va le préciser maintenant. Pendant sous Jospin, même encore maintenant, là, ça a mis des années à ce que quand vous aviez un NIR frauduleux, on vous suspende les allocations. Ils ont mis des années à mettre ça en place. Et donc, effectivement, les gens, on se dit, si Macron il avait été venu avec un discours en disant, voilà, depuis 5 ans, là, ou depuis 7 ans que je suis au pouvoir, on a récupéré sur la fraude sociale, allez, 4, 5, 6, 7, 10 milliards, 3 milliards, 5 milliards, je sais pas combien. Mais que malgré tout, il y a quand même un déficit des retraites et tout. Je veux dire, les gens, ils n'auraient pas la même perception. Ils n'auraient pas cette perception-là. Et là, ce qu'on nous demande, en fait, hein, c'est de travailler plus longtemps, mais quand on se retourne, on se dit, ouais, mais les fraudeurs, eux, c'en est où, la fraude? Ah, c'est pas un sujet. Il n'y a pas de fraude. Il n'y a pas de fraude. Et donc, ce foutage de gueule provoque ce qu'on voit dans la rue aujourd'hui. Donc j'irai pas plus loin, je m'élancerai pas sur est-ce que c'est voulu, pas voulu par Macron, je sais pas, diviser, machin, pour me régner, tout ça, bon bref. En tout cas, ce qui est certain, c'est que y a cette réforme de retraite, elle est vécue comme une injustice par rapport à cette situation-là. C'est une évidence. Pas que celle-ci, c'est pas la seule dimension qui pousse à sentir ce sentiment d'injustice, à la vivre comme à vivre cet allongement de la durée des cotisations comme une injustice, mais la fraude, hein, on le sait, tout le monde le sait, n'importe qui le sait, même si c'est d'extrême droite de dire ça, que ça va être qualifié par les journaux d'extrême droite et de faux, et de ouais, on va vous fact-checker, machin. N'empêche que tout le monde est d'accord avec ça, tout le monde le sait, et les chiffres, quand ils sont étudiés par un juge, donc qui est pas un youtubeur à 2 balles comme moi, c'est ce qu'il dit, qui est un spécialiste, c'est ce qu'il dit. Et donc, c'est ça le fond du souci, et je pense que de ce point de vue-là, on ne peut que critiquer l'action du gouvernement. Voilà. Le gouvernement, il est totalement à l'ouest sur la manière de prendre le sujet. Et ça montre bien, hein, exactement par rapport au commentaire que je viens de faire, c'est que ça montre bien que ils ont beau sortir des écoles de machin, en termes de qualité, c'est de la merde. Voilà, merci de m'avoir écouté.
J'espère que tout va bien de votre côté. On était le 28 avril 2023 et prenez soin de vous. Hein, vous laissiez pas chier dans la tête encore une fois de plus, comme d'habitude. Hein. On utilise son cerveau, on se laisse pas. Faut pas se laisser entourlouper. Je vous embrasse fort, prenez soin de vous.